En Belgique, la statue du roi belge Léopold II a été retirée. Aux États-Unis ou encore en Grande-Bretagne, les statues de marchands d'esclaves, ou alors en France par exemple, celles de Gallieni ou de Colbert, ne cessent en tout cas de mobiliser les militants qui souhaitent que ces statues, symboles de la colonisation, soient retirées. Esclavage, colonisation, faut-il réécrire l'histoire? C'est le thème du jour. Esclavage, colonisation, faut-il réécrire l'histoire? C'est le sujet du jour. Mais avant de parler histoire, parlons du présent, avec notamment sur ce plateau Rachel Soumbou. Bonjour. Bonjour Karine. Alors, je rappelle que vous êtes là aujourd'hui pour nous faire une revue d'actualité des informations du continent qui vous ont marqué. Allons donc tout de suite par la plus importante peut-être sur le plan politique. Effectivement Karine, donc l'un des faits marquants ces dernières semaines en Afrique, le décès du président burundais Pierre Nkurunziza le 8 juin, des suites d'une attaque cardiaque, selon l'annonce faite par le gouvernement burundais. Alors que le pays est actuellement en deuil, l'opposition, quant à elle, porte un jugement plutôt critique sur la gouvernance du défunt président. Deux questions se posent aujourd'hui, à savoir, y aura-t-il une présidence par intérim? Est-ce que Évariste Ndayishimiye, son successeur élu le 25 mai, sera-t-il investi avant la date prévue? Très bien. Alors, direction l'Afrique de l'Ouest, allons en Côte d'Ivoire. Alors, en Côte d'Ivoire, le pays est actuellement sous le choc. Un poste de l'armée aurait été attaqué dans le nord, à la frontière du Burkina Faso. Le bilan, une dizaine de morts, 6 blessés, un assaillant neutralisé. Le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, annonce qu'il s'agirait d'une attaque djihadiste. À noter, Karine, que les pays voisins de la Côte d'Ivoire, à savoir le Mali, le Burkina et le Niger, font l'objet d'attaques djihadistes depuis plusieurs années. Très bien. Direction maintenant la RDC. En RDC, il n'y aura pas de commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance le 30 juin 2020, d'après une annonce faite par Basil Olongo, le vice-premier ministre intérimaire en charge de l'intérieur et de la sécurité. Alors, vous avez également noté un sommet extraordinaire organisé sur la pandémie Covid-19. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors effectivement, le 17 juin, s'est tenu par visioconférence un sommet extraordinaire sur la solidarité contre la pandémie Covid-19 et sur la coopération entre la Chine et l'Afrique. Un sommet à l'initiative de la Chine, de l'Afrique du Sud et du Sénégal. Les participants, le président de l'Union africaine, les membres de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, les invités, le secrétaire général des Nations Unies et enfin le directeur général de l'OMS. Alors sur le plan économique, apparemment il y a une belle surprise de la BAD. Effectivement, donc la BAD a annoncé la mobilisation de 75 millions d'euros, l'équivalent de 49 milliards de francs CFA, sous forme d'appui budgétaire pour aider la Côte d'Ivoire à faire face à la pandémie. Une décision qui a été approuvée le 8 juin. Très bien. Quels sont un des objectifs de cette aide, notamment sur le continent? Alors, soutenir premièrement la Côte d'Ivoire sur le plan sanitaire, soutenir les populations les plus vulnérables et permettre également au pays de se relever sur le plan économique. Une fête tant attendue qui finalement a été fêtée ou pas sur le plan société? Le 16 juin, donc, les États africains ont célébré la journée de l'enfant africain. Une journée qui a été initiée en 1991 par l'Organisation de l'Unité africaine, devenue l'Union africaine aujourd'hui. Et pour rappel, cette journée commémore la marche de Soweto de 1976, une marche qui rassemblait des étudiants noirs pour protester en faveur de leurs droits. Merci beaucoup Rachel. Merci Karine. Nous devons faire amende honorable pour des siècles de violence et de discrimination au travers notamment d'excuses officielles, de processus de vérité et des réparations sous diverses formes. C'est ainsi que l'ancienne présidente du Chili, Michelle Bachelet, a fait un discours il y a quelques jours à propos notamment des événements suite à la mort de George Floyd.
Le thème du jour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, colonisation, esclavage, faut-il réécrire l'histoire? Pour cela, je reçois deux illustres invités. D'abord, à ma droite, Mwazulu Diwabanza. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que ce n'est pas la première fois que vous venez sur ce plateau et que vous êtes donc l'auteur de Humanisme africain, cri de la Révolution. Alors, c'est un ouvrage qui est plutôt très pratique à lire, qui est sorti en début d'année. 21 septembre 2019. Ah oui, donc c'était plutôt le 21 septembre 2019 et qui est donc disponible. Merci encore de votre présence. Et pour la première fois, je reçois sur ce plateau Hamzat Boukari Yabara. Je rappelle que vous êtes historien. On vous connaît surtout parce que le panafricanisme enseigné, c'est vous. Vous êtes l'auteur de Africa Unit, une histoire du panafricanisme, aux éditions La Découverte. Et puis une collection aussi impressionnante sur le Nigeria, le Mali, de ces ouvrages-là qui parlent là notamment du monde arabe et de tout ce qui est lié à l'islam, un rapport peut-être avec le terrorisme. Oui, tout à fait, en partie. Une partie. Alors si je vous ai invité, messieurs, ce n'est pas pour rien. C'est d'abord parce qu'il y a une actualité qui est très intense concernant la colonisation, parce qu'on voit en ce moment qu'il y a le déboulonnage des statues, mais que vous également, Mwazulu, vous êtes passé à l'acte, si on peut le dire ainsi, en allant au Quai Branly, en expliquant en fait que les objets d'art étaient des propriétés plutôt qui appartiennent en tout cas aux États, aux anciennes colonies. J'ai également invité dans ce débat Moïse Esso, que vous connaissez tous, qui lui donc vit à Bruxelles en Belgique et qui interviendra parce que vous le savez aussi, en tout cas, il y a le buste de Léopold II qui a été retiré par un travail aussi qui est fait sur place par les militants. Alors sans plus attendre, je vais commencer par vous, Mwazulu. Comment vous vous sentez depuis l'épisode qu'il y a eu au Quai Branly? En forme, très en forme, parce que c'est un chemin par lequel on emprunte toujours quand on veut faire bouger les lignes. Depuis fort longtemps, nous savons qu'en face de nous, il y a de ceux qui, je dirais de manière systémique et systématique, sont camponnés à une position et refusent le progrès, refusent d'avancer, refusent de reconnaître en fait ce qu'en est, j'ose dire, la responsabilité qui était la leur tout au long de cette période que je suis énumérée au Quai Branly, de 1880 jusqu'en 1960, pour ne prendre que cette période malheureuse, pour ne pas s'étaler sur toute la période étendue pendant plus de 4 siècles des violences perpétuelles et récurrentes sur les Africains de manière générale. Donc l'état d'esprit est toujours en forme, parce qu'en ce moment, je pense que le débat revient sur la place publique et ça nous permettra, notamment cette fois-ci avec le rouleau compresseur qu'on vient de déclencher, d'aller jusqu'au bout de la restitution de ces œuvres, jusqu'au bout. Bien évidemment, je pense qu'on en parlera de cette réparation dont nous serons les principaux, nous en tant qu'Africains, acteurs, rédacteurs, et qui vont en déterminer les limites et les champs des discussions. Alors, merci. Hamzat, alors c'est très important que vous soyez là aujourd'hui. On parle beaucoup d'histoire. Le thème du jour, faut-il réécrire l'histoire? Quand je vous dis ça en tant qu'historien, qu'est-ce que ça provoque chez vous? Bon, déjà, je dirais qu'il faut écrire l'histoire parce qu'une grande partie de cette histoire-là n'a pas été écrite ou alors elle a été falsifiée. Si on prend le cas notamment des travaux de Cheikh Anta Diop qui posent encore aujourd'hui beaucoup de problèmes dans le monde académique français alors qu'ils ont été acceptés à l'échelle internationale. Donc il faut déjà écrire cette histoire. Il ne faut pas que l'écrire, il faut l'enseigner et donc faire en sorte que cet enseignement soit obligatoire au moins dans nos États africains, que tous les Africains connaissent leur histoire. Je pense que c'est fondamental. Et à partir de là, il y aura tout un processus de changement de mentalité qui va s'opérer pour que nous ne soyons plus, je dirais, trompés par certains discours qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui et derrière lesquels quelques pays comme la France, les États-Unis, le Royaume-Uni se cachent pour nier des réalités, des vérités. Et donc l'écriture de l'histoire, l'écriture juste de l'histoire fait partie d'un travail de réparation. Et pour faire cette écriture, on a effectivement besoin que nos objets nous reviennent parce que nos objets sont chargés d'histoire. Donc pour que les historiens africains en Afrique puissent écrire cette histoire, il faut que tous ces objets qui ont été pillés et dont le récit du vol n'est pas écrit nous soient ramenés pour que nous puissions les utiliser comme des outils de réveil et de remobilisation de notre jeunesse. Donc la question de l'écriture de l'histoire, elle est politique, c'est une question de souveraineté africaine et donc c'est un enjeu extrêmement important. Alors, la question de l'histoire, elle est politique, vous venez de le préciser.
vous avez enseigné un peu partout, au Canada, mais également sur le continent également. Il y a pourtant une histoire qui est proposée aux étudiants, aux collégiens, aux lycéens, qui est pourtant l'histoire du continent africain. Est-ce que le problème n'est pas au niveau de la diaspora ou des diasporas africaines? Qu'est-ce qui nous reste de cette histoire? Je dirais que le problème, il est aux deux niveaux, parce que d'une part, l'histoire qui est enseignée sur le continent africain doit être, je pense, actualisée, même si c'est l'histoire en partie de l'Afrique. Et je pense qu'il y a un travail d'historiographie à faire, parce que la majorité de ceux dont on dit qu'ils ont écrit sur l'Afrique sont généralement des non-africains. Donc il faut aussi que ce soit des Africains qui écrivent eux-mêmes leurs ouvrages. Comme disaient certaines personnes, il n'y a aucune différence entre le fait que d'autres avant écrivaient notre histoire et aujourd'hui écrivent les livres qui nous servent à enseigner. Et donc il faut que nous écrivions nos propres livres d'histoire, premièrement. Pour la diaspora, le thème est un peu différent parce qu'il y a en France, en Belgique, au Royaume-Uni, aux États-Unis, une importante communauté africaine qui contribue à l'histoire de la France, des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Belgique, mais dont la participation à cette histoire-là n'est pas enseignée, ou lorsqu'elle est enseignée, de manière assez rare, c'est dans le sens négatif. C'est pour expliquer aux petits enfants noirs de France que ses ancêtres étaient des cannibales, des barbares, qu'on est venu les civiliser, etc. Donc cela n'est plus du tout acceptable. Le récit de la colonisation n'est pas l'histoire de l'Afrique. Et bien souvent, quand ce récit est fait, il est fait à la gloire du chasseur. Donc il faut qu'il y ait un travail, je pense, de rééquilibrage de cette histoire, de cette historiographie. Et puis surtout que l'on tienne compte du fait que les générations d'Africains en Occident aujourd'hui participent au débat politique et donc doivent également peser pour que l'histoire du panafricanisme sorte grandie et soit, je dirais, privilégiée dans la manière de lire l'histoire et de l'Afrique et de la diaspora. Je l'ai dit en début d'émission, votre présence ici est très importante. On a, d'une part, vous êtes historien, on a Mwazoulou qui est plutôt sur le terrain. En termes de méthode, on a vu un peu partout. Là, on a vu en Grande-Bretagne la statue d'Edward Colston. Aux États-Unis, c'est celle de Christophe Colomb. Et puis, on parlait notamment de la Belgique. En France aussi, ça pose des questions. Est-ce que vous pensez, est-ce que c'est important aujourd'hui de s'attaquer à ces symboles-là? Il est important de s'attaquer aux symboles parce que vous vous rappellerez, il y a de cela quelques années, j'étais justement sur vos antennes où j'ai évoqué la lutte que nous avions engagée contre la monnaie coloniale du franc CFA et que notre stratégie reposait sur l'attaque des symboles. Parce qu'il est important pour passer un message aux mains de mortels, mais aussi interpeller celui qui est censé être le gardien, si l'on veut dire ainsi, de ces systèmes d'oppression que nous combattons. Et à travers les symboles, on voit aisément la volonté exprimée de pouvoir, par la suite, détruire toute la politique ou tout l'ensemble des instruments qui sont représentés par ces symboles. D'ailleurs, de leur côté aussi, ils font pareil. Lorsque nous avions engagé des luttes, par exemple, des libérations massives au niveau de notre mère patrie d'Afrique, on a remarqué que c'est plus de symboles qui étaient touchés, c'est-à-dire des symboles humains incarnant d'une manière ou d'une autre des figures de proue. Alors la libération de la libération de l'Afrique vis-à-vis du processus de la colonisation, de l'esclavage, du néocolonialisme. On verrait aisément la plupart des figures de proue de ceux qui ont incarné ces luttes qui, en un mot, étaient des symboles pour nous, étaient attaqués. Donc de la même manière pour nous, quand on amorce un combat, d'où les ramifications sont parfois très difficiles à comprendre, d'où, si vous voulez, les forces qui sont derrière, parfois il y a des forces qui sont occultes, qui sont invisibles, et qu'il faut aller derrière les symboles, parce que derrière ces symboles-là, tout est caché. Il est important aujourd'hui qu'on enfonce même le clou en allant vers ces symboles, notamment de symboles des différents personnages qui aujourd'hui sont controversés par rapport à l'histoire passée, récente, non seulement de l'Afrique, mais de l'humanité de manière générale, parce que c'est une histoire aujourd'hui qui implique, par le monde, tout le peuple de la Terre. Parce que nous avions tous été, d'une manière générale, victimes d'oppression, victimes d'un système conduit par une minorité que nous avions l'habitude, nous, de qualifier d'une oligarchie planétaire, internationale, qui, depuis un moment, donne de coups violents, et qu'il faut, au-delà du symbole, aller plus loin. Parce que derrière l'image du symbole, c'est la politique que nous attaquons. Lorsqu'il en était question de billets, par exemple, de franc CFA, c'était la politique monétaire qu'on visait. Lorsqu'il est question de déboulonner des statuts de part et d'autre, il est question justement du symbole. Parce qu'on verra dans la trame historique de la construction de ces symboles, il y a eu de forces, je dirais succinctement, de forces ou de pouvoirs politiques
judiciaires, mais aussi, je dirais, religieux, qui, à un moment donné, se sont mis ensemble pour dérouler ces tapis roulants qui, à un moment donné, à pouvoir briser toutes les cultures de l'autre côté, de pouvoir briser toutes nos identités. Alors, il est important pour nous de briser, de commencer par ces symboles, pour qu'il y ait un déclic non seulement de la part de ceux qui tiennent ces systèmes, mais aussi de ceux qui sont victimes, consommateurs de ces systèmes. Hamzat, est-ce que c'est possible, là on est en 2020, est-ce que c'est possible de procéder par petits groupes, par groupuscules, pour arriver à faire entendre qu'aujourd'hui la colonisation a été néfaste, qu'on est des victimes, pour faire avancer la notion de reconnaissance en tant que victime, pour éventuellement avoir des réparations? Disons qu'il y a plusieurs niveaux d'action. Il y a le niveau des petits groupes, comme vous dites, militants, le niveau des intellectuels et le niveau des États, des politiques. Donc ces trois niveaux-là vont ensemble. Et je pense que le processus de reconnaissance passe effectivement par l'histoire, puisque quand le colon arrive en Afrique, la première chose qu'il fait, c'est qu'il détruit nos statuts. Il détruit nos statuts, il détruit notre monnaie, c'est-à-dire que le kauri, la monnaie kauri, a été fondue pour faire introduire la monnaie coloniale. Donc si on veut rentrer dans un processus de décolonisation, il faut nécessairement se poser la question, on va dire, des symboles qui sont encore présents. Et la question des symboles, elle est éminemment politique. Les statues installées ne sont pas des statues pour embellir l'espace public, elles sont là pour rappeler un ordre colonial. Et elles sont également liées à une histoire qui est fondamentalement politique. Et donc les personnages qui sont posés dans ce débat-là, il faut les nommer. Sur la période esclavagiste, c'est de Colbert à Schœlcher en passant par Napoléon. Sur la période coloniale, c'est Gallieni, c'est Bugeaud, c'est Lyautey. Et sur la période dite post-coloniale, c'est Charles de Gaulle et Valéry Giscard d'Estaing notamment, qui sont quelques-uns des noms qui sont encore présents dans l'espace public aujourd'hui. Et donc lorsque vous avez des statues de ces militaires qui sont en plein cœur de Paris, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le peuple français, inconsciemment, cautionne l'existence aujourd'hui de Bugeaud, de Gallieni, d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il cautionne le maintien d'une forme d'intervention militaire française en Afrique qui est la continuité de ce qui se faisait à cette époque-là. Donc il y a nécessairement des enjeux, c'est tout un système qui est posé, et pour combattre ce système, il faut lui opposer un autre système. Et donc on a besoin effectivement de groupes d'activistes capables de créer des électrochocs et donc de mener des actions, de groupes d'intellectuels, d'historiens, de scientifiques capables de recontextualiser les choses et de proposer, je dirais, un certain équilibre entre les différents discours, et puis donc des dirigeants politiques qui prennent et assument leurs responsabilités, comme les États africains l'ont fait en convoquant une réunion auprès des Nations Unies, sachant que pour un événement survenu aux États-Unis, il était bien évidemment impossible que le gouvernement américain prenne cette initiative. Et donc c'était aux Africains de le faire. De la même manière qu'à chaque fois qu'il arrive quelque chose à un Noir en France, en Belgique, aux États-Unis, au Royaume-Uni, c'est aux États africains de prendre leurs responsabilités à partir de la mobilisation qui est faite par les activistes, par les militants, par les intellectuels. Très bien. Alors, vous avez fait Africa Unit. Alors, je vous repose la question, est-ce que c'est possible aujourd'hui d'avoir une union, c'est-à-dire que de toutes ces forces, des activistes, des intellectuels, quand on sait qu'aujourd'hui, notamment sur le continent africain, il n'y a pas un leadership qui se dégage parmi notamment les États. On a eu autrefois, encore récemment, on a eu Kadhafi, mais qui a été renversé. Comment est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour faire avancer un peu, pour faire entendre cette autre vérité qu'est justement la colonisation comme, en tout cas, un problème, un crime contre l'humanité notamment? Bon, déjà, premièrement, le travail d'écriture de l'histoire, c'est un premier élément. Le fait également de former nous-mêmes nos propres enseignants, parce que l'une des problématiques qui va se poser, que ce soit pour la Belgique ou d'autres territoires, c'est que des personnes qui enseignent ici ne sont pas formées à cette histoire-là. Donc il y a un travail de formation, à la fois de l'opinion publique, mais surtout de nos milieux militants, pour qu'ils maîtrisent cette histoire. Et donc je pense que c'est ce que fait un petit peu le collectif Mémoire coloniale en Belgique, autour des visites qui montrent les lieux qui sont imprégnés de la colonisation à Bruxelles, à Paris ou dans d'autres endroits. D'ailleurs, Léopold II est tout à fait présent à Paris, il faudra aussi l'attaquer à Paris. Deuxièmement, il y a, un travail de conscientisation sur la nécessité que ces énergies-là soient orientées vers des objectifs politiques, parce que, qu'on le veuille ou non, c'est le politique qui détermine le rapport de force. Et troisièmement, qu'il y a une vision, c'est-à-dire un projet. Et cette vision, ce projet, il n'est pas nouveau, il s'inscrit dans la continuité
du panafricanisme et donc faire en sorte que de nouvelles générations d'hommes et de femmes reprennent ce combat et le portent à un niveau supérieur à celui qu'il a été jusqu'à présent. Donc c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de réseautage, c'est un travail de convergence. Je pense que la première des choses, c'est qu'on ne se tire pas les pattes entre nous et que l'on détermine précisément qui est le meilleur dans tel ou tel domaine, qui est le plus pertinent dans tel ou tel domaine, et qui est ensuite une répartition du travail de manière intelligente et collective et donc panafricaine. Très bien. Avant que Moïse Esso n'intervienne, qui lui est à Bruxelles, moi j'avais une question, Moizoulou. Alors, ce qui se passe tout à fait en Belgique concernant Léopold II, on peut tout à fait l'entendre, Léopold II a fait du Congo sa propriété personnelle. En ce qui concerne notamment, comme vous l'avez dit, Charles de Gaulle ou encore Valéry Giscard d'Estaing ou Gallieni, là c'était pour la conquête, n'est-ce pas, de la France, c'était pour gagner des batailles. Est-ce que vous le mettez au même niveau ? Ils sont au même niveau, parce que regardez l'histoire de Léopold II. Au lendemain de la zaïrénisation, le président Mobutu avait amorcé une politique de recours à l'authenticité. Et au travers de cette politique, l'acheminement des déboulonnements, de tout ce qui était d'abord des symboles. Au-delà du symbole, comme je le disais, comme ça vise un système, il y avait des prénoms. Au-delà de prénoms, il y avait, je me rappellerai encore, le 4 octobre 1973 sur la tribune de l'Organisation des Nations Unies, où le président Mobutu est allé solliciter une résolution de l'Organisation des Nations Unies pour que les œuvres d'art, c'est-à-dire ces entités, soient restituées à l'Afrique. D'ailleurs, qui est restée lettre morte. Mais tout ça, c'était pourquoi ? C'est justement parce qu'il y a un système d'oppression en face, à plusieurs échelles et de plusieurs manières. Il y a, quand on regarde, si je vais plus loin, on regarde les codes noirs, vous remarquerez que lorsque le colon est arrivé, pour mieux comprendre par rapport à votre question, il y a 3 matières premières que le colon a ramenées en Afrique. 3 matières premières, notamment l'administration, la religion et l'école. Si on reste au niveau de l'administration, c'est quoi ? C'est la consécration de l'appauvrissement de l'homme noir ou de l'Africain et de l'enrichissement de l'homme blanc ou de l'Occident. Lorsqu'on va au niveau de la religion, Colbert est toujours là, c'est-à-dire on a le socle du code noir religieux, notamment la Bible, qui au final va consacrer quoi ? La malédiction de l'homme noir, l'homme africain, et la bénédiction de l'homme blanc, l'homme européen. Et si on va plus loin au niveau de l'école, on voit encore là, il y a le code noir qui revient, c'est-à-dire c'est le programme éducatif, le programme scolaire académique imposé dans des pays africains, aliénant et lobotomisant, et qui au final, c'est quoi ? Consacre la supériorité de l'homme blanc, l'homme européen, donc de l'Europe, et l'infériorité automatique de l'homme noir et de l'homme africain. Donc on voit que c'est la même source, mais qui agit différemment. Mon frère est là bien séquencié, donc quand on est dans l'esclavage, il agit autrement. Quand on vient pendant la colonisation, c'est autrement. Quand on vient pendant la néocolonisation, c'est autrement. Et aujourd'hui, on est dans la continuité de la même politique parce qu'il y a justement cette volonté qui les habite de conquérir. Au-delà de la conquête, après avoir conquis, il faut gouverner, il faut diriger. Ce qui revient avec Colbert, les termes par exemple de l'échange inégal. Les termes inégaux, d'où les pays africains produisent notamment de matières premières à des prix insignifiants gratuitement quasiment, et qui, le produit fini, produit par les pays européens ou occidentaux, nous reviennent à des prix exorbitants. Donc on voit la figure de toutes ces personnalités que vous énumérez, que vous citez, sont simplement le différent... Nous sommes dans un corps militaire, où il y a des différentes classes, si je peux les présenter ainsi. Il y a notamment des officiers, il y a des sous-officiers, et c'est comme ça qu'ils agissent. Donc, de manière générale, pour nous, ils sont alignés derrière un système que nous combattons. Et tout au long de notre histoire, nous avons su avoir les mots, avoir les méthodes, avoir, si vous voulez, les gestes pour combattre cela. Et c'est ce qui va continuer parce que, pour terminer, Emmanuel Macron l'a résumé dans sa dernière intervention. La phrase la plus essentielle dans tout ce qu'il dit, c'est quoi ? C'est que nous ne pouvons pas nier et renier ce que nous sommes. Ils sont ainsi. Et nous devons continuer, nous, non pas à les changer, mais faire en sorte de construire un bouclier pour les empêcher de continuer dans ce sens, pour que de l'autre côté, il y ait la construction d'un nouveau socle, si j'ose dire ainsi, de coopération où l'identité de tout un chacun sera reconnue et respectée. Alors, pour revenir sur Colbert, par exemple, dont vous citez effectivement à juste titre, les défendeurs de Colbert expliquent ceci. Colbert, lorsqu'il rédige ce fameux code noir, ça donne la possibilité à l'homme noir d'être reconnu en tant que sujet en droit.
parce qu'à l'époque, il n'avait aucune reconnaissance, il était considéré comme un animal. Est-ce qu'on ne peut pas considérer finalement qu'il y a des lectures en fonction des siècles? Autrefois, un deuxième exemple, autrefois, nègre n'était pas une insulte, aujourd'hui c'est devenu une insulte. Est-ce que ce n'est pas parce que nous... est-ce qu'il ne faut pas considérer finalement que c'est une question de siècle, d'évolution aussi, de mentalité? Non, absolument pas, puisque dès l'époque de Colbert, il y avait déjà des Africains qui s'insurgeaient contre ce que Colbert faisait. Le Code noir, il y a eu des contestations dès le départ. On a des philosophes comme Anton Amo, on a des auteurs comme Olodai Kano qui ont écrit au XVIIe, XVIIIe siècle des textes qui contestaient déjà tout ça. Quand Anténor Firmin écrit sur l'égalité des races humaines en réponse à Gobineau, c'est-à-dire que tout le discours colonialiste, raciste de ces siècles-là a été contesté dès cette époque-là par des Africains. Donc on ne peut pas dire que c'est une question de changement de siècle ou d'anachronisme, puisqu'il y a eu contestation de ces méthodes dès le départ. Donc je pense que c'est une manière, une pirouette d'éclipser le débat et de faire croire que cette histoire finalement aurait été une histoire positive, puisque c'est en fait ça l'argument, c'est de montrer que le Code noir aurait été quelque chose de positif. Mais dans les faits, ce Code noir, comme ça a été souligné, n'a pas été réellement aboli. Donc il y a tout un travail juridique qui reste à faire. Il y a tout le processus dit d'abolition de l'esclavage qui n'a pas aboli le Code noir et qui a maintenu la domination des anciens propriétaires esclavagistes à travers notamment les réparations données aux esclavagistes. Donc on reste encore dans la continuité structurelle de ce Code noir, que cela soit dans les colonies françaises ou aux États-Unis, avec toute la période, le siècle de ségrégation qui a suivi, dont on voit encore aujourd'hui les conséquences. Donc je dirais qu'il y a plutôt une continuité, ce que certains appellent une colonialité de ce système-là, qui est encore présente, et on ne peut pas prendre cet argument en disant qu'à l'époque, c'était vu d'une autre manière, vu que précisément des Africains montraient que cette vision-là n'était pas défendable. Très bien. Alors je propose, avant que... Oui, bien sûr. Je vais mettre un mot juste sur ça. Je pense que c'est une insulte violente, ces propos-là, parce que si je reste dans l'acheminement des trois matières premières, vous retrouverez le même discours pour ce qu'en est l'école, d'où Jules Ferry dit la race blanche, disons supérieure, a les devoirs de civiliser les races inférieures, les races noires, d'autant plus qu'il fallait imposer l'école et le mettre. Donc il nous donne aussi il se donne la légitimité de dire c'est parce qu'il fallait instruire les noirs dans ce sens-là. Et si on va dans la religion, on voit le pape Nicolas avec sa bulbe papale qui dira quoi? Qu'il fallait convertir les noirs parce que les âmes de noirs étaient des âmes diaboliques. Donc il fallait nous convertir. Donc il y a une légitimité qu'il fallait établir les choses dans ce sens-là, d'où cette malédiction de l'homme noir et la bénédiction de l'homme blanc. Donc en revenant sur Colbert, c'est justement un arsenal juridique puissant qui permettait justement, si vous voulez, parce que l'état des droits qui était censé consacrer l'égalité entre les peuples, l'égalité entre les citoyens, c'est l'état des droits qui repose justement sur les crimes. Parce qu'on voit, ce qui n'est pas nouveau pour nous, ça ne choque pas parce que les États-Unis d'Amérique, qui est considéré comme une grande démocratie, un état des droits, repose sur les crimes des Amérindiens et des Noirs africains. Donc on voit aisément que c'est une habitude parce que l'Australie, c'est une démocratie, entre guillemets, c'est une démocratie qui repose sur le crime de ce qu'on appelle justement les aborigènes. Donc on peut aller plus loin, la démocratie sud-africaine qui repose sur les crimes de Noirs. Donc on voit aisément, quand on cherche à légitimer, c'est très violent comme insulte. Et ce qui nous permet d'ailleurs de résumer ce que je vous disais. Ils sont ainsi et qu'ils vont continuer. Nous devons continuer ainsi de mener ces combats avec nos méthodes parce qu'on a su toujours trouver le moyen et les mots pour créer ces chemins vers notre libération effective et totale. Très bien. Alors je propose, avant que l'on poursuive ce débat, que l'on regarde, il s'est passé hier en France, le déboulonnage, enfin non, ils ont plutôt essayé de jeter un drap noir sur celle de Gallieni, me semble bien. Je propose que l'on regarde cette vidéo et ensuite on revienne en plateau. J'étais candidat à la mairie de Paris. On descend de la statue! On descend. Jordan, descend. Juan, descend. Dernier avertissement! Oui, Vous descendez! Il descend.
va descendre, monsieur. Il descend, monsieur. Tout va bien. C'est une action pacifique, non violente et on ne dégrade. Alors, on vient de voir, hein, en France, c'est un peu plus compliqué quand même, Hamzat, parce qu'on a vu qu'en Belgique, il y a quand même eu l'effort d'enlever le buste de Léopold II, l'ancien roi des Belges. Mais en France, c'est un sujet qui n'est pas tout à fait avancé, c'est-à-dire qu'on tient à ces symboles. On tient à, d'ailleurs, on a fêté le 18 juin l'appel du général de Gaulle, et on a vu qu'on continue de rendre hommage à ce célèbre général. Donc en France, j'ai l'impression que la route va être très très longue. Oui, la route va être très très longue, puisque la France est encore un État colonial. La France a une monnaie coloniale, elle a encore des colonies dans la Caraïbe, dans l'océan Indien, dans l'océan Pacifique et même en Afrique. Donc du coup, elle est fondamentalement liée à cette histoire. Et elle a beaucoup de mal à reconnaître ce qui est des évidences à l'échelle internationale, c'est-à-dire l'existence d'un racisme systémique et la nécessité de poser la question des réparations, parce qu'elle n'a pas fait ce travail de décolonisation et parce que ces grandes figures sont tous liées, je dirais, à la question de la domination coloniale, que cela soit le cas de Napoléon vis-à-vis d'Haïti. Et Napoléon, c'est le socle sur lequel repose l'État français contemporain, les grandes écoles, etc. Tout ce système-là repose sur Napoléon et donc renvoie de travers à l'histoire d'Haïti et donc à la notion même de citoyen. Donc, on a parlé de démocratie tout à l'heure, je pense que c'est très important parce que lorsque on a aboli l'esclavage, on a fait croire aux anciens esclaves qu'ils devenaient des citoyens. Comme si le fait de devenir citoyen et donc français faisait de quelqu'un de plus évolué. Et donc ils ont construit ce mythe qui est en fait le mythe républicain, qui fait qu'on ne voit pas les couleurs, que soi-disant tout le monde est pareil, tout le monde a la même égalité de chance, alors que structurellement, dans l'histoire de la France, eh bien, il y a tout un ensemble d'inégalités qui sont liées donc à cette histoire esclavagiste, qui sont liées à cette histoire coloniale, qui sont liées à cette histoire néocoloniale, sur laquelle reposent bien évidemment des intérêts. Lorsqu'on parle de Colbert, on parle quand même de la question économique et financière, du mercantilisme et du capitalisme, donc du régime de monopole. On parle également, dans le cas de Napoléon, donc de la Banque de France et donc de la Banque du Sénégal au moment de la seconde abolition et donc du franc CFA aujourd'hui. Lorsqu'on parle de la grandeur de la France, ce sont les expéditions militaires qui permettent à la France d'avoir aujourd'hui un poids géopolitique. Et ce qui fait que la France fait partie des 5 pays membres du Conseil de sécurité, c'est parce que les Africains ont été mobilisés lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a vraiment une histoire de la puissance française qui est totalement liée à l'occultation de tout ce que ce pays doit à l'Afrique et de tout ce que ce pays a pris à l'Afrique. Dans le cas du général de Gaulle, on sait que c'est Félix Éboué qui a fait l'essentiel du travail. C'est Félix Éboué qui était au niveau du Tchad actuel, qui a fait sécession quand tous les autres généraux de l'Empire français étaient alignés sur le régime nazi. Et donc il y a, je pense, là aussi quelque chose qu'il faut rétablir. Et pendant très longtemps, le général de Gaulle n'a jamais accepté que ce soit un noir qui soit le véritable sauveur de la France à ce moment-là. Très bien. Mwazoulou, c'est pareil. Est-ce que vous pensez que sur le symbole, est-ce que vous pensez que la France, contrairement par exemple à la Belgique, où là il y a quand même le buste de Léopold II qui a été enlevé, est-ce que vous pensez que vous allez réussir à faire entendre raison ? Il faut savoir, je dois le reconnaître, hein, la France est un État réfractaire au changement et au progrès, et qui l'exprime à différentes manières, sans pouvoir pour autant se cacher. Il n'y aura ni développement, ni progrès en Afrique sans elle. Et je reconnais aussi que cette nation a une tradition guerrière de combat, d'ailleurs qu'on a vaincu sous la conduite de Toussaint Louverture et du général Dessalines, Jean-Jacques Dessalines, en Haïti, sur le terrain stratégique du combat. Donc il est évident pour nous, nous n'attendons rien de la France. On sait à qui on a affaire. Le combat va continuer, le combat va s'accentuer et nous appuierons tout le mouvement, comme le disait mon frère Hamza, tout le mouvement, au niveau des intellectuels, au niveau des politiques, au niveau des militants, au niveau même individuel de tout acte que chacun de nous aura à poser pour faire tomber ces murs. Le mur de Berlin était né, mais a fini par tomber. Le président Mobutu encore une fois disait que une mangue ne tombe que lorsqu'elle est mûre. Mais face à la tempête de l'histoire, mûre ou pas mûre, elle tombe quand même. Que la France le veuille ou pas, elle finira par plier. Ça, c'est sûr. Parce que nous avons amorcé un processus qui, si vous regardez, par exemple, je parle quand nous avons essayé de mettre stop au processus de la colonisation. La France avait trouvé de moyens subtils pour revenir, notamment
Là, on parlait du général de Gaulle, qui était le général en chef, qui avait trouvé le moyen de maintenir par des accords de défense et de sécurité les armées françaises et les armées occidentales en Afrique. Ce qui, justement, empêchait les pays africains de reprendre le leadership de leur politique de défense et de sécurité. Nous avons vu qu'ils ont mis en place des ACP, des accords de partenariat économique, encore continuer cette subordination économique et cette exploitation à outrance des pays africains. Donc, on voit aisément qu'il faut continuer les combats. Et les combats, 3 axes, comme je disais, avec les 3 matières premières. L'école, parce qu'au sein de l'école, vous verrez aisément qu'il y a le professeur et l'élève. Il y a un conflit entre ces deux-là en Afrique. Vous voyez, dans la religion, il y a le mouton et le berger, parce que c'est les termes qu'ils utilisent, ce n'est pas moi qui les invente. Et il y a, du côté de l'administration, il y a l'administré et l'administrateur, donc les cadres et l'ouvrier. Et il y a, si vous voulez, une division déjà entre nous. Et c'est par ça qu'on va commencer. On va commencer à travailler pour appuyer le sens de l'unité évoqué tout à l'heure par le panafricanisme, pour qu'il y ait une réconciliation d'abord vraie entre l'Africain et lui-même, et sa culture, et si vous voulez, son environnement politique, social et économique. Ainsi, nous allons amorcer ces combats qui, d'ailleurs, si vous voulez, l'issue est certaine, que la France va se plier. Elle se pliera. Très bien. Vous voulez peut-être ajouter quelque chose ? Non, je pense que les points ont bien été soulignés. La question de l'école est fondamentale parce que quand Jules Ferry met en place l'école de la République aujourd'hui, c'est la République coloniale. Lorsque on prétend apporter la civilisation en Afrique, on fait comme s'il n'y avait pas de système éducatif, comme s'il n'y avait pas de développement déjà en Afrique. Donc il y a une nécessité de retrouver donc les voix d'un certain nombre de figures comme Joseph Kizerbo sur la question du développement endogène, donc nous développer à partir de nos propres potentialités, de Lumumba également sur la place centrale du Congo dans la géopolitique mondiale, puisque la Belgique n'est pas une grande puissance du même type que la France, mais elle est stratégique dans la manière dont le Congo a été le réservoir de l'intégralité du monde. Et enfin, un autre point, je pense assez important, c'est la question des multinationales qui sont au-dessus des États, qui sont généralement sans foi ni loi et qui là aussi doivent être combattues, notamment sur le terrain juridique et sur la manière dont elles participent au pillage et à l'exploitation de nos territoires. Dernier point, évidemment, il faut aussi faire ce travail de sensibilisation, puisque lorsqu'on parle de France-Afrique, on ne peut pas parler du général de Gaulle sans parler de Félix Houphouët-Boigny, qui est l'homme phare de la France-Afrique, qui a mis en place la plupart des accords qui ont été imposés au moment de l'indépendance. Et donc il faut aussi travailler, je dirais, en sachant qui défend quels intérêts, y compris en Afrique. Très bien. Avant qu'on poursuive, je propose que l'on regarde le dernier discours d'Emmanuel Macron. Et en ce moment, depuis quelques semaines, entre les tensions raciales aux États-Unis et puis effectivement la question qui se pose de plus en plus en Europe, en France, particulièrement sur la présence de ces symboles, je vous propose que l'on regarde, on écoute et ensuite on va débattre. Nous sommes une nation où chacun, quelles que soient ses origines, sa religion, doit trouver sa place. Est-ce vrai partout et pour tout le monde ? Non. Notre combat doit donc se poursuivre, s'intensifier, pour permettre d'obtenir les diplômes et les emplois qui correspondent aux mérites et talents de chacun, et lutter contre le fait que le nom, l'adresse, la couleur de peau réduisent encore trop souvent dans notre pays les chances que chacun doit avoir. Nous serons intraitables face au racisme, à l'antisémitisme et aux discriminations, et de nouvelles décisions fortes pour l'égalité des chances seront prises. Mais ce combat noble est dévoyé lorsqu'il se transforme en communautarisme, en réécriture haineuse ou fausse du passé. Ce combat est inacceptable lorsqu'il est récupéré par les séparatistes. Je vous le dis très clairement ce soir, mes chers compatriotes, la République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Elle n'oubliera aucune de ses œuvres. Elle ne déboulonnera pas de statues. Nous devons plutôt lucidement regarder ensemble toute notre histoire, toutes nos mémoires, notre rapport à l'Afrique en particulier, pour bâtir un présent et un avenir possible d'une rive l'autre de la Méditerranée, avec une volonté de vérité et en aucun cas de revisiter ou de nier ce que nous sommes. Alors, si on devait admettre à présent qu'on parle de réparation,
Alors ce serait quoi comme réparation? C'est-à-dire qu'on sait déjà qu'il y a un processus de reconnaissance en tant que victime, victime éventuellement d'un crime contre l'humanité, que serait la colonisation. Mais les réparations, c'est quoi? C'est de l'argent? Qu'est-ce que ce serait en termes de réparation? Cette réparation, pour nous, elle sera d'abord historique. Historique parce que les nations européennes et occidentales doivent restituer en fait et geste ce qui s'est passé. Il faut que la vérité soit sue et connue de tous. Ce qui permettra notamment aux Africains de la diaspora de pouvoir pardonner à leurs frères suite à ces mensonges odieux perpétrés jusque-là et énoncés jusque-là que les Africains auraient vendu leurs propres frères. Et de deux, ça permettra aux Africains restés dans le continent, sur la terre-mère, de pouvoir se décharger de ces fardeaux qu'ils portent jusque-là comme étant complices de cette œuvre macabre. Cette réparation sera aussi juridique. Juridique parce qu'il faut l'élaboration de documents juridiques de haute portée internationaux qui non seulement vont, si vous voulez, déterminer les crimes, la nature des crimes, mais punir les criminels et le coupable. Mais aussi, j'irai plus loin, parce qu'il faudrait que dans ces documents, il soit inscrit, comme cela a été pour l'Allemagne, comme cela a été pour le nazi, l'interdiction formelle aux nations occidentales et européennes de posséder du pouvoir politique, économique, je dirais même diplomatique en Afrique. Parce que c'est au nom et par ces pouvoirs-là qu'ils ont commis ces crimes. Cette réparation doit aussi être pour nous, je dirais financière. Financière parce qu'il faut réparer, il faut répondre à ceux-là qui, de manière injuste et de manière frauduleuse, entourés d'une hystérie ambiante marquée par des crimes odieux, ont pu amasser autant de fortune et autant d'argent. Ce qui en suivra, la restitution aussi des terres notamment les cas des Antilles avec le béquet, les cas en Afrique du Sud, dans toute la partie de l'Afrique australe. Il faut restituer et rétrocéder ces terres-là. Cette réparation, au-delà de l'aspect financier, doit aussi être sur le plan, je dirais, moral. Moral parce qu'il faudrait que dans la société humaine, je dirais, ou dans toutes les sociétés humaines, qu'il soit inscrit de manière, je dirais, gravée dans la mémoire de plus d'un, que toute référence artistique, philosophique, politique, qui ira dans le sens si vous voulez, d'associer le crime ô combien douloureux qu'ont vécu les Noirs à travers cette période sombre, doit être condamné par la société, doit être décrié, doit être dénoncé. Voilà pour nous les différentes étapes de ce qui peut constituer notamment cette réparation pour permettre justement à créer ce que j'ai évoqué tout à l'heure, un nouveau socle de coopération et d'échange entre nous et les nations européennes et occidentales, entre différents peuples, où l'identité de tout un chacun doit être reconnue et respectée. Très bien. Hamzat, reconnaissance en tant que statut de victime finalement de la colonisation. Je sais que c'est tout un processus. Parler de réparation, est-ce que vous pensez que ça peut... Et puis quel type de réparation? C'est-à-dire que quand on parle de réparation, c'est, comme il le disait, être inscrit dans tous les livres d'histoire, restituer l'intégralité de l'histoire, et puis ensuite évoquer aussi des réparations sur le plan juridique et sur le plan financier? Ce n'est pas un statut de victime qui est recherché, c'est-à-dire que ça ne doit pas être vu sous l'angle de la charité ou de la reconnaissance d'un statut de victime, c'est un statut de résistant. Et surtout, c'est une réhabilitation de tous nos résistants qui n'ont pas eu de sépulture, parce qu'il y en a énormément. Beaucoup sont dans l'océan Atlantique, au fond de l'océan Atlantique. Beaucoup sont sur les plages sur lesquelles les uns et les autres s'amusent aujourd'hui et qui sont parfois interdites à la population. Et donc, je pense que cette nécessité de réhabiliter nos résistants, nos survivants, est sans doute beaucoup plus important que de chercher un statut de victime, parce que nous ne sommes pas des victimes, nous avons résisté à un processus qui aurait dû peut-être nous faire disparaître de la surface de la planète. Et le fait que nous soyons résistants, le fait que nous continuions à créer de l'art, de la musique et beaucoup d'autres choses, fait que ceux qui sont en face n'arrivent pas à comprendre notre humanité. Parce que eux, précisément, cette période de l'esclavage et de la colonisation les a profondément déshumanisés. Ils ont voué un culte à l'argent qui leur a fait perdre tout sens moral, tout sens éthique, à tel point qu'aujourd'hui, nous sommes les seuls dont la peau nous assimile à quelque chose que l'on peut vendre. Donc il y a, je pense, tout ce travail de sémantique, de conscientisation, de dénégrification du monde qu'il faut faire d'une certaine manière. Ça, c'est le premier élément. D'autre part, il y a effectivement un travail juridique à mener sur qu'est-ce que doit être
une citoyenneté, entre guillemets, africaine ou panafricaine ou universelle, étant donné que nous avons des nations, des peuples qui ont été séparés les uns des autres pendant des siècles et des siècles, soit sur le continent à travers des processus de balkanisation qui nous ont rendus ennemis les uns aux autres alors que nous n'avons aucune raison de l'être. Certains se croient plus français parce qu'ils ont été colonisés par les Français et d'autres plus britanniques parce que c'était les Britanniques, alors qu'au fond, c'est les mêmes peuples. Donc il y a ce travail de réconciliation à faire à l'intérieur du continent africain par rapport donc à la balkanisation liée à la conférence de Berlin notamment, et cette réconciliation vis-à-vis de ceux de la diaspora qui là nécessite effectivement d'interpeller le système international puisque la traite a été un système international auquel toutes les nations occidentales ont participé. Et donc s'il doit y avoir un processus de réparation, il faut nécessairement passer à ce stade international. Et dans les années 60, les militants noirs américains avaient réclamé auprès des Nations Unies l'organisation d'un référendum d'autodétermination pour demander à tous les Noirs des États-Unis quels sont ceux qui veulent rentrer en Afrique. Et aujourd'hui, nous savons qu'il y a beaucoup de Noirs aux États-Unis, au Brésil, en Jamaïque, à Cuba, etc., qui aimeraient rentrer en Afrique. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut se faire, on va dire, qu'avec un système global. Il y a beaucoup de Noirs qui, sans doute, vivraient beaucoup mieux en Afrique qu'aux États-Unis. Mais la propagande leur montre l'Afrique comme un lieu à fuir, comme un lieu où il n'y a que des guerres, que des maladies, etc. Alors que nous avons les moyens, en Afrique, de les accueillir. Donc il faut qu'il y ait effectivement ce discours de réconciliation, que nous parlions à nos frères et nos sœurs qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, pour qu'ils reviennent vers nous. Et c'est ça tout l'enjeu du panafricanisme, d'écrire cette histoire-là qui est une histoire de réparation, une histoire de réconciliation, et c'est à partir de cette base-là qu'on pourra imposer plus facilement un rapport de force éthique et morale vis-à-vis du reste du monde. Je pense que la question éthique est fondamentale, puisqu'en 2001, il y avait eu cette conférence de Durban contre le racisme et la xénophobie, organisée en Afrique du Sud. C'était la première fois qu'une conférence sur le racisme à l'échelle internationale était organisée en Afrique. Et donc c'était la première fois que les Africains tenaient l'agenda. Parce que d'habitude, toutes ces conférences sont organisées à Genève, à Londres, Bruxelles, Washington, etc. Et très souvent, la stratégie des pays occidentaux, c'est de ne pas donner de visa aux militants africains pour qu'ils ne viennent pas dire leur vérité. Mais lorsque ça s'est passé en Afrique, où tous les Africains ont pu venir dire leur vérité, on a vu de quelle manière la France, les États-Unis et un certain nombre de pays indexés sur cette question des réparations ont fui. Et donc, il faut que nous soyons maîtres chez nous, maîtres du débat chez nous, et que le débat se fasse chez nous. Ce n'est pas à nous d'aller régler les problèmes africains à l'Élysée ou à Downing Street, c'est à nous de les régler en Afrique même. Et donc je pense que ça aussi fait partie, d'un point de vue politique, du processus de réparation qu'il faut mettre en place, c'est-à-dire des solutions africaines aux problèmes africains. Alors, on ne peut pas dissocier cette émission qu'on a fait sur le thème colonisation, esclavage, de ce qui s'est passé aux États-Unis avec la mort de cet Afro-Américain. Par exemple, on n'a pas beaucoup entendu les Africains du continent s'exprimer à ce sujet. Est-ce que vous pensez, je vais commencer par vous, Mwazoulou, que la question du racisme est peut-être une question qui ne préoccupe pas clairement l'Africain du continent parce qu'il est déjà confronté, lui, au tribalisme et à la xénophobie? Il est évident qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt sur ces questions dans la mesure où l'environnement social, nous ne sommes pas dans des années où justement on avait en face de nous le colon qui était là et qui opprimait de manière assez très visible. L'environnement aujourd'hui de l'Africain fait en sorte qu'il est dans une étape du néocolonialisme où il voit ses propres frères qui tiennent le bâton pour pouvoir l'opprimer et l'oppresser. Ce qui ne dit pas néanmoins qu'ils ne se sentent pas concernés dans ce qui se passe à travers le monde parce qu'on voit aisément que ce soit au niveau des pays africains, que ce soit à l'extérieur. Justement, on en revient sur cette question de l'administration. Cette administration coloniale et répressive, entre guillemets, comme on le dit, impérialiste, est placée partout, continue à réprimer. À réprimer qui? On l'a vu avec la pandémie du Covid-19, cette volonté unanime qui anime quasiment tous les tenants de cette politique de l'éradication systématique du peuple africain de partout. C'est la question de la démographie. C'est la question de la démographie qui se pose parce qu'il faut aller toucher l'Africain, même dans son fort intérieur, même quand je parle de son fort intérieur, c'est-à-dire dans ce qu'en est sa parcelle intime pour pouvoir justement aller vers la procréation. Donc il y a
une trame des violences de gauche à droite mise en place. On voit les mêmes situations, on peut aisément rejeter les projecteurs vers l'Afrique du Sud, où on a vécu quasiment le même procédé, les mêmes violences, les mêmes atrocités, qui, de manière, en République démocratique du Congo, à l'époque où la Belgique était sur place, nous avons vécu ces mêmes choses. Vous vous rappellerez avec le crime odieux commis par le roi Léopold II de la Belgique, lequel avait coupé les mains et qui l'a ramené en Belgique comme des trophées. D'ailleurs, ça fait partie de ce qui en sera dans la liste des restitutions des faits, comme la denture de Patrice Emery Lumumba, qui n'a choqué aucun dirigeant, aucun officiel belge. Le peuple africain est concerné, sauf la nuance qu'il fallait faire et la nuance et les tailles. C'est ces comportements quasiment, je dirais, de la schizophrénie politique dont font preuve des dirigeants africains. Ils se taisent. Ils se taisent. Ils se taisent alors que c'est une violence qui est perpétrée contre leurs semblables. Les dirigeants africains avaient l'obligation morale, l'obligation politique de monter au créneau, d'exiger, comme nous l'avions demandé, la fermeture de toutes les ambassades américaines sur toute l'étendue de notre mère patrie d'Afrique. Les présidents africains devaient être sur la première ligne, donner le temps, afin que le peuple les accompagne dans ces combats. Parce que ce qui se passe vers nos frères africains américains, vous vous rappellerez, il y a quelques années, ceux-là, nos compatriotes, avaient choisi eux-mêmes de ne plus être désignés comme des Américains simplement, mais comme des Africains américains. C'était un cri d'alarme, c'était une démarche de leur part de pouvoir chercher le parapluie et la protection de l'Afrique. Mais l'Afrique, elle est absente. C'est à ces dirigeants-là qu'on s'adresse pour qu'ils reviennent à la raison. Nous, de notre côté, d'une manière ou d'une autre, partout où nous sommes, nous avons relayé, nous avons porté le combat parce que c'est une violence qui nous touche, à comparer avec l'ensemble des violences policières ici, parce que la police, en tout état des causes, est un corps dans ces systèmes militaires de répression qui aujourd'hui, si vous voulez, porte la violence sur les personnes, sur l'intégrité physique des Africains partout. Donc, l'Afrique y est concernée, mais ce sont ces dirigeants-là qui posent problème. Et nous travaillons de manière à ce que les dirigeants-là ne seront pas à mesure de faire, ou l'Europe, par son absence totale d'élégance, nous le ferons. Nous le ferons d'une manière ou d'une autre, et nous poussons. Et comme nous l'avons condamné, nous continuons à condamner cette violence perpétuée vis-à-vis, à l'égard des Africains aux États-Unis d'Amérique. Très bien. Hamzat? Oui, bon, disons que les milieux militants se sont mobilisés. Il y a eu pas mal d'activités et d'actions qui ont été faites. De la part des États, ce n'est pas une surprise. Déjà, quand Donald Trump les insultait, ils n'ont pas réagi. Donc maintenant, lorsque un Noir américain se fait tuer, surtout qu'il y en a eu beaucoup d'autres avant, il n'y a pas eu de réaction d'indignation tant que telle. Il y a néanmoins eu quand même des menées diplomatiques, puisque le groupe africain et les non-alignés se sont réunis, ont demandé en urgence donc ce débat sur le racisme. Néanmoins, on attend quand même des actes un peu plus conséquents, en sachant que dans les années 60, lorsque cela arrivait, quand Malcolm X venait exposer le problème des Noirs américains au sommet de l'OUA, eh bien, les dirigeants africains comme Kwame Nkrumah, comme Julius Nyerere, menaçaient les États-Unis d'envoyer une armée africaine sur le sol américain pour défendre spécifiquement les Noirs. Menaçaient également les États-Unis de représailles économiques. Et donc, je pense qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de moyens de pression que l'on peut avoir à l'échelle panafricaine. Encore faut-il que ces moyens soient coordonnés, encore faut-il que les cibles soient identifiées, et encore faut-il que les dirigeants aient une réelle conception politique de ce qui est en train de se passer, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Et donc, c'est aux militants, aux intellectuels, activistes, historiens de faire en sorte que les choses puissent avancer, parce que nous sommes quand même dans un momentum, dans une fenêtre d'opportunité qui n'est pas inintéressante et qui peut peut-être donner des résultats assez intéressants si on arrive à bien s'y prendre. Très bien. Dernière partie de cette émission, je voulais que l'on parle d'abord avec vous, Mwazoulou. On vous avait reçu il y a 2 ans ou 3 ans dans nos locaux pour parler du franc CFA. On a vu qu'il y a eu un changement. Il y a l'écho maintenant qui a été signé par certains pays. Est-ce que vous pouvez considérer que c'est une victoire ? Et si non, ce n'est pas une victoire, parce qu'on sait encore quand même que l'écho a été annoncé par Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire. Votre réaction à propos de cette nouvelle monnaie? De prime abord, je dirais d'abord que c'est une victoire, je dirais, morale et politique. Morale et politique parce que la plupart des gens trouvaient qu'il était insensé et même inutile de mener ces combats que nous avions engagés depuis quelques années. Politique parce que les dirigeants africains étaient des sourds et des malentendants depuis un moment, et qui, à partir d'un moment, ils ont commencé justement à se prononcer sur ces questions. Ils ne vont plus botter en touche comme c'était l'habitude depuis quelques années. Ils commencent à se prononcer sur ça.
Personnellement, je dirais, il y a quelques temps, la stratégie adoptée par notre mouvement, nous l'avions dit, quand on sera à Lomé, ça sera une étape décisive de la victoire pour la fin de la monnaie coloniale du franc CFA. Parce que c'est là qu'est parti, si vous voulez, le feu de cette lutte incarné autrefois par le président Sylvanus Olympio. Et il y avait là, selon nos informations et la pensée stratégique qu'on avait, que l'UEMOA était la force économique et financière qu'il fallait toucher. C'est chez elle qu'il fallait taper. Les 8 pays qui notamment tiennent encore ces charabia monétaires, mais qui aussi justement avaient empêché Laurent Gbagbo, avaient précipité la chute de Laurent Gbagbo, notamment à cause de ces questions économiques et monétaires. Mais nous ne sommes pas de dupes. Nous savons qu'il y a eu une récupération et une farce qui a été faite jusque-là à travers cette annonce précipitée d'ailleurs d'Emmanuel Macron et d'Alassane Ouattara, parce qu'il aurait fallu que l'Afrique aille chercher justement cette souveraineté. Parce que le combat que nous menons sur cette question, au fond, c'est quoi? C'est la souveraineté monétaire et financière. Et cette souveraineté implique quoi? Déjà, la pensée même, l'agenda de la réunion, le contenu du discours, quand et où. Ce qui n'a pas été le cas parce qu'on voit aisément que ça a été dicté par l'Élysée. Et c'est ce que nous déplorons, parce que c'est le premier indice qui montre encore que le président Ouattara et tous les autres n'ont pas encore compris l'essence vrai de la souveraineté. Et je m'étonne avec les multiples diplômes dont ils disposent, si tout au long de leur parcours académique, ils n'ont pas eu affaire à des termes simples comme souveraineté, qu'ils peuvent mieux comprendre. Donc nous menons ce combat en ces termes-là pour mettre à plat tout le mécanisme qui sont mis en place, d'ailleurs que beaucoup de nos compatriotes expliquent très bien l'ensemble de ces mécanismes-là que nous voulons remettre à plat. Et nous voulons reprendre l'initiative. L'initiative qui accompagne justement aussi le choix de nos orientations économiques et de nos options financières, ce qui n'est pas le cas et ce qui ne sera pas le cas avec l'éco. Donc le combat continue. Le combat continue, on continue à pousser parce qu'on ira chercher ça en toute dignité comme étant une lutte de consécration véritable pour notre souveraineté monétaire et financière. Très bien. Hamzat, la question de l'éco. Pour moi, rien n'a changé parce que de toute manière, le franc CFA reste présent en Afrique centrale et je pense que c'est là que les enjeux sont les plus importants en tant que tels. Lorsqu'on enlève le franc CFA en Afrique de l'Ouest, en fait, on éteint l'une des possibilités qu'avaient émises un certain nombre d'économistes anti-CFA, qui était de dire qu'il fallait fusionner les deux zones CFA et sortir tous ensemble de cette monnaie-là. Donc pour moi, c'est un jeu d'échecs qui a été mis en place par Macron, qui d'une part a fermé cette voie de sortie, et qui d'autre part a doublé le projet de la CEDEAO, qui était donc le projet originel de l'éco, en amenant le Nigeria et le Ghana à être sur des positions un peu problématiques, et tout en réaffirmant bien évidemment la prédominance de Abidjan, puisqu'on sait que sur la question du taux de change, la position du président du Niger était différente de celle d'Alassane Ouattara, mais comme c'est la Côte d'Ivoire qui est le poids lourd de cette zone, même si les 7 autres pays ont une autre position, c'est finalement la Côte d'Ivoire qui l'emporte parce que c'est elle qui est la détentrice des principaux intérêts français dans la sous-région. Donc pour moi, il y a juste une complexification de cette situation. Il y a également une mise en porte-à-faux de la plupart des dirigeants africains qui jusqu'au bout disaient que le CFA était une bonne monnaie et qui du jour au lendemain ont dit que l'éco est une très bonne monnaie. Donc on voit bien que ce sont des considérations qui ne tiennent pas compte des réalités économiques, d'une part, et qui ne tiennent pas compte non plus de véritables perspectives ou volonté de sortir de la servitude monétaire. Je pense aujourd'hui que ce débat autour de la monnaie va aussi être impacté par la manière dont les économies africaines vont sortir de la période actuelle liée au confinement. Je pense qu'il y a besoin d'une réelle déconnexion économique, monétaire et commerciale de l'Afrique vis-à-vis des principales institutions financières internationales et vis-à-vis aussi des anciennes puissances tutélaires, dont en premier lieu la France, et en même temps inclure le fait que la Chine aussi est très présente sur le continent africain et que nous sommes, je dirais, un peu à la conjonction de la guerre monétaire internationale. Alors je propose, avant de conclure cette émission, d'abord 2 choses, que l'on écoute Moïse Esso, qui, lui, donc, vous a écouté en partie dans cette émission, qui est à Bruxelles, et on revient en plateau. Le combat décolonial en Belgique, disons qu'il en est à sa 3e phase. C'est un combat qui a commencé déjà il y a presque 2 décennies, mais plus particulièrement il y a à peu près une quinzaine d'années. Des afro-descendants dont je fais partie avons décidé d'aller au niveau du Musée royal d'Afrique centrale, qui était justement le temple de cette représentation colonialiste de l'Africain, pour pouvoir aller là-bas, essayer de bousculer les choses. La seule chose que nous avons obtenue,
c'est que les autorités du musée ont accepté de créer ce qu'on appelait le COMRAF, donc un comité consultatif d'afro-descendants sur ce qui se passait dans le musée, mais le rapport de force avec les coloniaux qui étaient les piliers de ce musée, ce rapport de force n'était pas encore du tout favorable pour nous. Donc, l'activité s'est déportée en dehors du musée, notamment au sein de la communauté africaine, dans des associations. C'est comme ça qu'on a créé, entre autres, le collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, qui, dès le début, a travaillé sur ces deux axes. Essayer de participer ou en tout cas de bousculer ce qui se passait au sein du musée et d'informer la population. Nous avons fait beaucoup de conférences formation pour les jeunes afrodescendants, tout un chacun, donc les visites guidées décoloniales où nous allons revisiter toutes les icônes multiples de la colonisation qui existent dans l'espace public pour raconter l'autre face de l'histoire, celle qu'on n'a pas racontée. Parce que, évidemment, dans les icônes publiques, notamment les statues, les noms de rues, il y a une intention de glorifier des gens ou des situations, alors qu'en réalité, il n'y a rien de glorieux dans le fait colonial. Donc, nous décolonisons en quelque sorte ces statues, ces lieux, pour pouvoir expliquer à la population que ce qui s'est passé dans les pays d'Afrique, et notamment au Congo, pendant plus de 100 ans, était quelque chose de totalement inhumain, un crime contre l'humanité. Et nous sommes dans une troisième phase aujourd'hui où nous allons maintenant vers le monde politique pour influencer notamment les programmes scolaires d'enseignement de l'histoire, vers les médias, pour pouvoir faire changer, n'est-ce pas, ce discours dominant qui a toujours stigmatisé le colonisé et essayé de rendre glorieux le colonisateur, alors qu'en réalité, c'est tout à fait l'inverse. Le colonisé a été un résistant qui s'est battu pour sa dignité, mais qui, hélas, a peut-être perdu physiquement la guerre, parce que c'était une question physique, ce n'était pas une question de civilisation, des gens plus intelligents que d'autres. Toute cette rhétorique colonialiste, on constate aujourd'hui qu'elle est totalement infondée. Mais malheureusement, cela a produit aussi le racisme que nous vivons dans les sociétés occidentales actuelles. C'est pourquoi c'est important de revisiter cette mémoire. Voilà un peu en quelques mots où se trouve le combat aujourd'hui. Le collectif Mémoire coloniale est très en avant là-dedans, mais il y a beaucoup d'autres organisations et personnalités aussi. Et nous pensons que nous sommes en train de remporter les différents rapports de force. Nous commençons à avoir un rapport de force un peu plus équilibré avec le monde colonialiste. Nous espérons que ce rapport va continuer d'être en notre faveur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, Hamzat, pour conclure ce premier débat que l'on fait ensemble sur colonisation, esclavage, faut-il réécrire l'histoire ? Ce qu'on peut conclure, c'est que l'histoire doit être écrite intégralement, comme disait Patrice Lumumba, donc depuis le continent africain, pour les enfants de l'Afrique, et que cette histoire doit être nécessairement panafricaine. Je pense qu'il n'y a pas d'autre alternative si on veut balayer les conséquences de l'esclavage et de la colonisation et sortir surtout la tête haute, sans réclamer quelque bien que ce soit, mais en récupérant tout ce qui nous est dû et tout ce qui nous appartient. Donc je pense qu'il faut aussi appeler les uns et les autres à s'engager, à soutenir les différents mouvements militants, activistes, associatifs, politiques qui s'inscrivent dans cette volonté de souveraineté africaine et de faire en sorte que tous ensemble nous puissions trouver l'intérêt commun dans la libération de l'Afrique. Juste un dernier point sur, ça fait un petit moment, hein, les premiers panafricanistes étaient déjà engagés. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ? Est-ce qu'il y a moins d'utopie en vue ? Qu'est-ce que l'on peut dire ? Il faut être réaliste, faut y croire ? Il faut y croire parce que de toute manière, la dynamique va dans ce sens-là. Je pense que la France a déjà perdu un certain nombre de combats, donc elle maintient l'illusion d'une possibilité de victoire. Mais les dynamiques sont lancées sur la question des réparations. Je pense qu'on ne lâchera pas jusqu'à ce qu'elles soient réglées. On est en train de former des nouvelles générations, des jeunes de 20 ans, qui jusqu'à ce qu'ils aient 80 ans se battront sur cette question-là. Ils formeront eux-mêmes des jeunes de 20 ans qui prendront le relais. Donc de toute manière, ce combat, il ne faut pas le dire trop fort, mais quelque part, il est déjà gagné. Mais il faut le maintenir dans la durée parce que c'est une course de longue haleine. C'est pas un sprint, comme certains veulent le faire croire à travers certaines déclarations. C'est un marathon. Et donc, il faut se préparer en conséquence pour tenir dans la durée, en rejoignant des structures. Donc, à mon niveau, c'est l'École politique africaine, c'est la Ligue panafricaine Umoja, c'est un certain nombre de structures qui essayent d'apporter leur sel dans ce débat-là et en même temps d'accompagner d'autres activistes qui arrivent aussi à drainer les foules parce qu'il faut qu'il y ait aussi une prise de conscience populaire des enjeux qui sont en train de se dérouler aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Mwazoulou, alors je rappelle que vous vous battez aussi sur le terrain. Au début, on vous a reçu pour parler du franc CFA.
On a vu que là, récemment, il y a une vidéo qui a circulé, on vous voit au quai Branly parler aussi d'un de vos sujets très importants, la restitution des œuvres d'art et des objets aux anciennes colonies. Comment est-ce qu'on peut conclure ce premier sujet sur esclavage, colonisation? Faut-il réécrire l'histoire? Nous restons bien évidemment dans la pensée inscrite dans le manifeste de l'UDC Unité, Dignité, Courage, autrement dit Léa Kankou. Et en son point 11, je pense qu'on évoque ces questions des réparations. Et c'est justement tout le déroulé que nous avons essayé de faire jusque-là. Justement, je dirais à toutes les Africaines et à tous les Africains, à l'humanité dans son ensemble, parce que c'est de ça qu'il s'agit, la nécessité de l'unité. La nécessité de l'unité dans la spécificité ou dans le respect de l'identité de tout un chacun. Et dans cet ouvrage Bumuntu, Humanisme africain, j'essaie justement de donner à l'humanité aujourd'hui le socle qu'il faut. Le socle qu'il faut. Après tous ces bouleversements qu'a connu notre monde, il faut donner un visage humain. Un visage humain. Et l'Afrique revient encore au premier de la scène. On voit aisément que la même pensée a été résumée par Ubuntu auprès du président Nelson Mandela, c'est qui d'ailleurs a aidé l'Afrique du Sud de surmonter toutes les difficultés, ô combien parfois qui paraissaient insurmontables avec tout ce que nous avions vécu là-bas. Mais il faut un visage humain. Et justement, à l'intérieur, nous avons essayé notamment de répartir sur ces questions de réforme et de l'éducation. On ne parle pas de réforme, on parle de la mise en place d'une nouvelle sculpture éducative, parce qu'on ne veut pas utiliser les termes programme pour ne pas programmer des soldats de demain au service d'un système, si vous voulez, qui détruit notamment le sens de notre humanité. Donc nous continuons dans ce sens-là, à travers la plupart de nos mobilisations. D'ailleurs, en parlant de ce qu'en est l'action du 12 juin dernier, vendredi 12 juin dernier, nous serons en procès le 30 septembre. Et au-delà de ça, c'est que c'était une action, si j'ose dire, diplomatique. Parce que les cadres étaient très pacifiques et l'action était très pacifique. Alors, c'est une action diplomatique que dans l'UDC, nous avons l'habitude de résumer par la diplomatie active, où l'intéressé est directement touché, sans passer par des protocoles. Un héritage que nous avons reçu et que j'ai personnellement reçu de Patrice Lumumba, qui a su placer l'intérêt supérieur et collectif de l'Afrique et du peuple noir de partout au-dessus de toute exigence protocolaire, diplomatique et sécuritaire. Merci beaucoup à tous les deux. Merci encore. Rendez-vous dans quelques mois. Nous continuerons ce débat. Je suppose qu'il est effectivement intarissable et qu'on a énormément de choses à dire. On va évidemment suivre l'évolution de ce débat. Merci encore à vous. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne.